Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Emre Sari et Charles Bouessel nous ont emmenés en Côte d'Ivoire dans un village rendu prospère par le prophète autoproclamé Papa Nouveau. Pour parler de son œuvre, nous avons avec nous aujourd'hui Jacques Godefrin. Jacques Godefrin, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez rencontré Papa Nouveau alors que vous étiez ministre de la coopération sous Jacques Chirac. C'était à quelle occasion? Alors, c'était après. Quand j'ai quitté le ministère, j'ai gardé beaucoup de contacts avec des Africains de tous les pays et de toutes les commissions, je veux dire. J'ai une grande fidélité avec l'Afrique. Et j'ai rencontré les jeunes frères, Papa Nouveau, déjà un nom attractif. Et ceux-ci m'ont parlé de leur métier, de leurs études, de ce qu'ils faisaient en France, etc. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais notre père, monsieur Papa Nouveau Père, il a en sorte créé, je ne peux pas appeler ça une religion exactement, une sorte de rite, on va dire, parce que c'est un sage. C'est lui qui équilibre beaucoup les relations humaines dans ce secteur de Côte d'Ivoire. Enfin, il est très connu pour donner son avis sur les conflits locaux entre éleveurs, entre agriculteurs, entre personnes, et il apaisait tout de suite les situations. Et puis je les ai trouvés très sympathiques, au point que le jour ils m'ont dit, mais il y a une fête dans ce fameux village dont vous venez de parler, ça nous ferait plaisir que vous veniez. Alors voilà, j'ai pris un billet d'avion, j'ai atterri à Abidjan, et entre Abidjan et ce village, il y a une piste qui était à l'époque assez difficile, qui aujourd'hui est goudronnée, qui longe la mer, et j'ai assisté à cette sorte de cérémonie, et il y vivait toujours, et donc je suis allé le saluer pendant quelques instants en tête à tête. Voilà, c'était assez étrange comme atmosphère, mais sympathique. Alors, quels sont vos souvenirs justement de Papa Nouveau? Comment il était? Avec, d'abord, il parlait doucement, presque à voix basse, très lentement. Chaque mot, on sentait que chaque mot était pesé, était choisi, il ne disait rien au hasard. Et il connaissait les situations, comme on dit, conflictuelles, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, et il cherchait tous les moyens pour apaiser. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas étonné qu'il joue son rôle, peut-être pas au premier abord, je veux dire que la presse française n'a pas parlé de lui comme médiateur, si vous voulez, il n'est pas très connu, d'ailleurs je suis assez intéressé de savoir comment vous avez pu entendre parler de Papa Nouveau, parce que très peu de gens le connaissent en France, mais sur place, même au niveau de toute la Côte d'Ivoire, pas que dans son village, il a une influence certaine justement par cet aspect pacifique, négociateur, médiateur, et dans la crise politique très violente qui a eu lieu en Côte d'Ivoire il y a encore peu d'années, il a joué un rôle à la fois entre le président actuel et Gbagbo. C'est sûr qu'il a dû apaiser les choses pour éviter que les violences ne soient plus fortes. Alors, comment un homme comme ça peut finalement se retrouver à avoir un impact sur la politique de son pays? Ça, c'est un mystère, mais c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi De Gaulle? Pourquoi voilà, tel homme a plus d'emprise que d'autres sur les événements, sur voilà, comment bâtit-il son influence? D'où ça vient? C'est une grande question. J'ai fait une conférence avec Denis Tillinac à Nice avant-hier sur cette question. Comment un individu peut un jour devenir presque un héros? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme? Et ça, jusqu'à présent, c'est le mystère. Ce sont à la fois des événements inattendus, c'est aussi l'intelligence de ces hommes qui savent capter les événements et les faire tourner du bon côté. Je prends l'exemple de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, figurez-vous, passe le concours de l'école navale. Il n'est pas retenu. Il est collé. Donc, un peu de désespoir, mais il fait autre chose. Et il essaye de passer son brevet de pilote dans un petit club et il devient aviateur sur un fait surprenant. Et je pense que pour les Africains, c'est un peu pareil. Vous êtes jeune, vous avez un peu d'influence dans votre village, mais ça se bagarre dans un quartier, vous allez au devant, et puis vous trouvez des arguments pour
que les gens se rapprochent, se parlent et fassent la paix. Voilà, ça a dû se passer comme ça. Ça va au-delà finalement de la religion qu'il a créée, du fait qu'il se soit autoproclamé prophète, ça va au-delà de tout ça? Oui, c'est la valeur des mots, mais en réalité, il s'autoproclame. On constate, le public autour de lui constate qu'il fait la paix. Il est facteur de paix, il est pacifique. Alors la religion de la paix, ça existe quand même. Il y a des médiateurs dans le monde entier qui passent leur temps, c'est presque leur métier, d'être conciliateurs. Voilà. Alors appelons-le religion, appelons-le ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment faits pour établir des liens pacifiques. Il en était. Et comment c'est possible justement pour un État de nouer des relations avec une société telle que celle que Papa Nouveau a construite? Ah ben, vous savez, tout État, c'est la société civile. Mais même en France, aujourd'hui, il y a bien des associations, on appelle ça des ONG, qui interviennent dans les quartiers. Il n'y a pas que des fonctionnaires qui font ce métier-là, quelquefois. Il y a aussi des braves gens, des gens de bonne volonté qui essayent d'être médiateurs, voilà, de trouver les voies et moyens pour que les gens s'entendent mieux. Bon, là-bas, ça s'appelle prophète et religion. Ici, ça s'appelle association de quartier. Dans les communes, moi-même, j'ai été maire de Millau pendant 15 ans. J'ai recruté des médiateurs de quartier. C'est-à-dire quand il y avait un problème, médiateurs de rue même. Quand il y avait un problème, tel endroit dans ma ville, ces jeunes que j'avais recrutés, qui avaient le même langage que les autres jeunes, qui avaient les mêmes réactions, ils ont su aller leur parler et calmer les choses. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, Papa Nouveau, c'était un peu ça, quoi, finalement. Oui, pour la Côte d'Ivoire, oui, d'abord pour sa petite région là-bas, près de la mer. Et puis après, ça a gagné parce que là, vous savez, en Afrique, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais les réputations, les rumeurs avancent très vite en Afrique, hein, très très vite. Et quand on sait que dans un coin, il y a quelqu'un qui arrive à réconcilier des inconciliables, on va le trouver. Ça devient, voilà, ça devient ce que vous savez. Alors, vous l'avez dit, quand vous vous y êtes rendu, vous n'étiez plus ministre, mais est-ce qu'il y aurait pu avoir une raison pour laquelle un ministre français aille rencontrer un tel homme? Alors, je ne peux pas dire que ça peut se trouver, c'est pas interdit. Ceci dit, ces pays, la Côte d'Ivoire, sont des pays indépendants. Est-ce qu'on a voilà, est-ce que notre première préoccupation, ce doit être de jouer ce genre de rôle à leur place? Non. Ce sont des pays indépendants, voilà, ils ont à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais si on est convié à participer à ça, oui. Mais il faut être convié, il ne faut pas forcer la main. Voilà, comme vous, c'était une occasion, mais en dehors, en tout cas, du sceau officiel de l'État. Oui, oui. En plus, je n'étais en mission de personne. Je veux dire, j'y suis allé parce que je connaissais les enfants qui m'ont suggéré de venir rencontrer leur père. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de quelqu'un qui, quand même, était assez exceptionnel parce qu'il avait trouvé les mots qu'il fallait pour calmer le jeu dans un monde qui est plutôt violent. Enfin, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire, même ici, je veux dire. Et je crois que c'est Et, ce dont on a besoin. Oui, oui. j'allais dire, vous avez eu l'occasion vous avez gardé contact justement avec ces enfants, l'occasion d'y retourner peut-être depuis sa mort? Oui, 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 de temps en temps, on s'envoie un SMS, un message. Je sais ce qu'ils sont devenus, par exemple. Je sais où ils Et sont. Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont réussi à garder, à perpétuer le flambeau de leur père, à continuer ce rôle de médiateur? je crois que oui, j'en sais trop rien, si vous voulez, mais je crois que oui, parce que ils m'ont dit, si tu veux venir un jour, revenir un jour, bon, tu seras toujours bienvenu parmi nous, quoi. Donc, sa mémoire est cultivée. Vous avez sillonné justement l'Afrique pendant quelques années. Est-ce que vous avez croisé d'autres hommes comme Papa Nouveau, que ce soit prophète autoproclamé ou non, hein, mais d'autres hommes de ce type-là, d'autres sages? Oui, j'en ai croisé au Burkina Faso. J'en ai, ben, il y avait ce qu'on appelait autrefois les chefs de village. Vous savez, pour désigner un chef de village en Afrique, c'était pas une élection autrefois. Aujourd'hui, il y a des maires qui sont élus. Mais avant qu'il y ait des maires élus, il y avait des chefs de village. Alors, le chef de village,
À sa manière, il était élu, lui aussi, mais par le verbe. Des nuits entières, les chefs des grandes familles du village se réunissaient et discutaient en disant pourquoi pas un tel, celui-là est pas mal, mais peut-être l'autre est aussi bien. Et puis, au fur et à mesure que ces discussions, ces palabres, le mot africain palabre, il dit bien ce qu'il veut dire, ben, pour finir, on se réunissait sur un nom qui semblait être l'unanimité. Et les chefs de village n'étaient pas des hommes à diviser, c'était au contraire des hommes d'unité. Alors voilà, ce genre de sages, si vous voulez, à quelque échelon que ce soit, on peut en trouver en Afrique, ça, on peut les rencontrer. Et ils avaient autant d'impact politique que Papa Nouveau a pu en avoir? Certains, oui, mais comme Papa Nouveau, il avait vraiment un charisme exceptionnel, mais qui était utilisé dans le bon sens. C'était pas quelqu'un qui mettait de l'huile sur le feu, pas du tout. Alors, en 1998, vous avez publié l'Afrique, notre avenir, pardon. Vous y soulignez, alors je résume, hein, que l'épanouissement de l'Afrique était bénéfique pour la France. 20 ans après, vous le pensez toujours? Ah ben, je pense plus que jamais, parce que tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, je dirais, d'immigration sauvage, de grands malheurs qui sont de part et d'autre de la Méditerranée. Hein. Je l'écris d'ailleurs dans ce livre, je dis la Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, est un fleuve étroit, ce n'est pas une mer gigantesque. Donc ce qui se passe d'un côté a de l'influence sur l'autre rive. Et si on laisse ce continent un peu à la dérive dans les années qui viennent, c'est sûr que plus il y aura de crises de l'autre côté, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient humaines, plus les répercussions seront chez nous. Donc on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en Afrique. Et je crois que c'est notre devoir à tout moment de créer des ponts. Moi, je suis l'homme des ponts puisque j'ai fait celui de Millau. Non, j'étais maire de Millau. Mais les ponts avec l'Afrique, ils sont indispensables. On ne peut pas dire eux chez eux et nous chez nous. C'est impossible. Aujourd'hui, le monde est mobile, il est ouvert. On va, on vient. Voilà. Donc, c'est notre devoir que de mettre en pratique ce que j'ai dit dans ce livre. Alors, ben justement, on va rester sur cette question un peu plus actuelle, on va terminer là-dessus. Selon vous, quels sont les enjeux africains importants dont le nouveau président de la République française devra s'occuper pendant son mandat? D'abord, d'établir des liens de confiance avec l'Afrique. Les liens avec l'Afrique, ils ne se résument pas à des sommes chiffrées d'euros ou de dollars. Ils ne se résument pas qu'au quantitatif. Les liens avec l'Afrique, bien sûr, c'est le taux dans le budget de l'aide publique au développement, bien sûr, ça compte. Mais ce qui compte, c'est d'abord des liens de confiance. Et les Africains sont épidermiquement sensibles. Ils sentent si, d'abord, moi je vais vous dire, dans un petit village d'Afrique, j'ai vu devant moi un enfant qui devait avoir 8 ou 10 ans, qui était évidemment d'une famille pauvre. Il jouait avec quoi? Avec un fil de fer. Et puis je vais vers lui, cet enfant est assez émouvant, et il me pose la question, il me parle bien en français d'ailleurs. Il me dit, mais on ne comprend pas. Regardez, vous avez tout pour vous au nord. Vous êtes chauffé quand il fait froid. Vous avez un toit, vous mangez à votre faim. Et vous faites tout le temps la gueule. Et nous, au sud, qui n'avons rien, eh bien, on est toujours, tout le temps en train de rigoler. Et si on n'a pas compris que nous sommes dans une contradiction permanente, voilà. Je crois que le lien avec l'Afrique, il est d'abord sur des symboles comme cela. Voilà. Et savoir les écouter. J'ajoute une chose, c'est que l'Africain, il a des choses à nous dire. L'Africain, le Sud, a des choses à nous dire. D'abord, le sens de la famille, le sens de la parole donnée, etc. etc. Donc, il faut les considérer autrement que dans cet esprit nord-sud où, comme si on était apte à donner des leçons. Non, il faut aussi écouter leurs leçons. Et un président français qui puisse dire à l'Afrique, cette fois-ci, on a besoin de vous, mais pas que des soldats. Ah, on a besoin de vous pour votre mode de vie, votre conception de la vie en commun. Alors ça, oui, c'est un langage à tenir avec l'Afrique. Alors c'est quoi? C'est s'impliquer plus finalement dans leur politique ou c'est vraiment plus maintenir un vrai lien? Un vrai lien affectif. Je
veux dire que quand des Africains viennent faire des études ici, il faut bien les accueillir. Quand nous, on va chez eux, il ne faut pas y aller simplement en touriste friqué. Il faut y aller au-devant des populations et qui nous assurent de l'accueil très bien. Finalement, garder cette question de respect dans un sens comme dans l'autre, hein, en soi. Oui, exactement. Voilà. Je vois que vous êtes attendu. Je vous remercie beaucoup, Jacques Godefrin, d'avoir accepté de participer à notre podcast. C'est bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc à tous nos internautes, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.